Si vous avez aimé les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, il faut lire Pedro de Luna de Christian Murciot. Si comme moi vous avez préféré l'œuvre au noir, il faut lire Les Fruits de Canaan de Christian Murciot. Si ce sont les nouvelles orientales qui vous ont le plus enchanté, alors ce sont celles du recueil Le 12e Imam qu'il faudra découvrir. Si c'est le coup de grâce, les paradis perdus vous attendent. Si c'est la mort conduit l'attelage, il n'y aura qu'à se désaltérer à la fontaine de vie. À chaque roman ou nouvelle de Marguerite Yourcenar répond un ouvrage de Christian Murciot. Né en 1915, 12 ans après la première académicienne, on pourrait croire qu'il n'en est qu'une ombre. Il est en réalité un second soleil. Cet éternel célibataire n'a rien à envier à la plus grande romancière française, sinon l'illustre gloire dont elle bénéficie à juste titre, et qu'il devrait partager avec elle si la postérité n'était pas injuste. Mais avant de déplorer les forfaitures de la mémoire littéraire, il faut se réjouir, car le temps du deuil est passé. Celui qui a tout lu de Marguerite Yourcenar a encore tant à découvrir avec Christian Murciot. Les titres que j'ai déjà cités, bien sûr, mais aussi Notre-Dame des Désemparés, La Saëta pour Ponce Pilate, puis La Porte des Galions et Le Gros Lot, les deux seuls romans de l'auteur qui ne sont pas ouvertement historiques. Voilà quelques milliers de pages pour voguer au début du XVe siècle, avec l'antipape Benoît XIII, dernier ministre d'Avignon qui prétendit à 80 ans reconquérir l'Italie à la tête de ses galères. Des milliers de pages pour nourrir le sable de l'Ifriqiya, de Sans ennemis, avec la légendaire Caïna, guerrière et prêtresse berbère du 7e siècle. Autant de pages pour bâtir la nouvelle Jérusalem, avec Sir Nathaniel qui débarque du Mayflower au XVIIe siècle, avec d'autres puritains au regard glacé. Découvrir un très grand écrivain n'est pas chose banale. En découvrir un oublié, méconnu, voire inconnu, l'est encore moins. À la question « Que voudriez-vous être ?» qu'on lui a posée en 1964, Christian Murciot a répondu « Un grand écrivain ». Il l'est assurément. Ne reste qu'à expliquer pourquoi. Oublieuse postérité. Épisode 50. Un égal de Marguerite Yourcenar. La capitulation du Troisième Reich n'a qu'un mois quand est achevé d'imprimer le premier livre de Christian Murciot. L'homme, trentenaire, est diplomate depuis peu. En 1942, il avait été mobilisé comme interprète pendant la campagne de Tunisie. 2 ans plus tard, il était de retour en Algérie, non pas à Constantine, où il est né, mais à Alger, au Comité d'études internationales. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est le débarquement des Alliés et l'Afrique du Nord qui lui donne l'idée de son meilleur roman, Les Fruits de Canaan, publié en 1949 chez Julliard, sur ces puritains anglais qui se révoltent contre le papisme et l'impiété et partent à la conquête de l'Amérique, cette terre vierge comme une arche que Dieu a gardée en réserve pour ses élus à l'heure du déluge. Dans son défense du roman historique, article ajouté à la fin de la réédition des Fruits de Canaan, chez Plomb, en 1962, ce qui en fait un des rares romans à avoir connu 2 éditions chez 2 éditeurs différents du vivant de son auteur, Christian Murciot en dit un peu plus sur cette fertile dérive anachronique. Ma tâche d'interprète, au lendemain du débarquement anglo-saxon de 1942, m'avait donné, avec des hommes venus de tous les horizons, cette intimité trompeuse que la guerre, le dénuement et le danger créent instantanément entre étrangers. Au hasard d'une conversation avec un soldat américain, j'avais découvert, comme un visage sort brusquement de l'ombre à la lumière d'un briquet, cet idéalisme intempérant, cette conviction présomptueuse de détenir la vérité et cette assurance messianique de la partager avec tous les hommes de bonne volonté. Je tenais là les clés essentielles de mon livre. Mais l'auteur n'est pas un écrivain de guerre, pas un écrivain engagé, n'est politicien que dans le dédale hermétique des ambassades. Le monde qu'il retrouve en claquant la porte de son bureau, il le transfigure, descendant le cours des siècles pour éprouver la permanence du fait historique et plus encore, la permanence du mystère des âmes, mystère qu'il veut autant percer
que nourrir. Il s'explique dans le même article sur ce refus du monde présent. À propos du débarquement et de l'écriture, il précise « J'avais été spectateur de ce coup de dé qui changea la face du monde. Mais pareil en cela à Flaubert, je ne pouvais décrire ce que j'avais vu qu'en le transposant en un autre siècle, sur un autre continent. C'est en remontant le temps que je revivais pleinement la stupeur, l'angoisse, la joie d'un matin de novembre, ou d'un brouillard de pronostics, de craintes, d'espoirs chimériques, de messages chiffrés. Une flotte avait surgi. En quelques jours, le nouveau monde avait reflué sur l'ancien monde, avec ses richesses et sa pacotille, sa foi et la providence, et ses machines, son ignorance et sa curiosité. C'était la fabuleuse revanche des exilés du Mayflower, la victoire des puritains vaincus que Nathaniel Wilkinson, le personnage inaugural des Fruits de Canaan, sur son lit de mort, annonçait aux premières pages de mon livre. Des critiques me reprochèrent comme une facilité cette prophétie qui venait de s'accomplir sous nos yeux. Mais à l'aube de ce jour de novembre, un vieillard m'avait éveillé pour m'annoncer ce prodigieux retour de chance. Sur un visage gris, j'avais vu comme en songe ces navires qui débarquaient déjà, ces avions qui obscurcissaient le ciel. Les péripéties imaginaires, les épisodes vécus, l'ivresse de ces hommes d'une autre race qui croyaient presque inventer la terre qu'ils libéraient, formaient une seule trame, une seule aventure réelle et chimérique. Sandro goûtait une joie secrète à prodiguer à cet adolescent non ce maigre savoir technique que les maîtres d'habitude dispensent à leurs élèves, mais cette ultime initiation où la vision du monde se confond avec les révélations de l'esprit et la sagesse du cœur. Un chef-d'œuvre, disait Sandro. C'est une réponse apportée aux hommes avant même qu'ils aillent poser une question. Il jaillit au carrefour de tous les problèmes, lorsque toutes les difficultés techniques, toutes les énigmes de la race, tous les déchirements de l'individu sont surmontés. C'est pourquoi, malgré son apparente facilité, il enivre celui qui le contemple d'un sentiment de puissance et de muette victoire. Et l'artiste regarde son œuvre comme Dieu a dû contempler le monde, où s'étaient à la fois incarnées et résolues ses contradictions dans l'unité suprême de la création. Qui de Sandro, le peintre de la Renaissance en quête perpétuelle de beauté, ou de Murcio, l'écrivain, se trahit le plus dans cette profession de foi? Nul doute que l'homme parle par le personnage, car l'art romanesque de Christian Murcio est aussi un art pictural, qui excelle dans la composition des scènes, magnifie les clairs-obscurs, tout en laissant au vide, qui est si rare chez lui, une dimension prophétique. Murcio, qui se souvient nettement des aquarelles peintes par Paul Valéry, qu'il a vues chez le poète, traque lui aussi une beauté qui semble être tout autant la roue des siècles que l'argile qui forme la trame des continents. C'est l'Italie du Quattrocento pour Sandro, dans la première nouvelle du recueil. Les Provinces-Unies du XVIIe siècle, dans la seconde, pour Julius. Le marchand d'opulence qui, après avoir vendu les plus belles pierres précieuses, ruiné, parvenu au même dépouillement qu'un pèlerin à l'approche de la ville sainte, trouve enfin la vérité en tenant une simple croix de bois. Ce sont enfin l'Autriche, la France, l'Angleterre, quand la guerre de 7 ans éclate, pour un aventurier qui tente d'endosser tous les visages de son temps pour parvenir à une forme d'expérience totale dans la nouvelle qui conclut le recueil, non sans un optimisme qui pourrait bien n'être qu'espérance. Dans sa critique de la fontaine de vie, Louis Parrot, dont il était question dans l'épisode précédent, a comparé Christian Murcio au peintre Gustave Moreau, ce qui n'a d'ailleurs pas manqué d'agacer l'auteur, tout en évoquant un Balzac retouché par Gabriele D'Annunzio, surprenante hydre, mais pas si fantaisiste, puisque l'Il Magnifico se jetait aussi dans cette ivresse d'images, d'érudition et de purification, qu'à bien des égards il est un fiévreux prosateur, à rapprocher de Gustave Flaubert, comme l'écrit le critique Robert Camp en 1958, surtout d'ailleurs de celui de Salammbô, qui est sans conteste le roman que Christian Murcio admire le plus chez ce romancier,
qu'il fait figurer parmi ses 3 auteurs favoris, avec Tolstoï et Proust, auxquels est dédiée La Fontaine de Vie. Quand Gabriel d'Aubaret demande à Mursiot ce qui l'a le plus impressionné chez Flaubert, l'auteur répond autant comme un romancier qu'un peintre. C'est ce que j'appellerais la magie de ses descriptions. Sa volonté d'atteindre, dans la description, à la limite extrême du pouvoir d'évocation. Cet élément magique est à mon avis une des nécessités de l'art du roman. Il me paraît cruellement absent des descriptions dont nous accable ce qu'on nomme aujourd'hui le nouveau roman. Il ne suffit pas, pour éclairer un paysage, un décor, un trésor, tout ce qu'on voudra, d'en dresser un inventaire minutieux et épuisant pour le lecteur. C'est au contraire à l'équivalent de ce qu'est un raccourci plastique dans le domaine de la peinture qu'il s'agit de parvenir. Delacroix, à propos de l'assassinat de l'évêque de Liège, disait « Ce que j'ai voulu peindre, c'est l'éclair de l'épée ». Ce n'est pas en décrivant des panoplies d'épées alignées côte à côte qu'on le rendra le moins du monde sensible au lecteur, cet éclair. Flaubert, lui, nous le fit souvent sentir. Si l'on accepte le reproche limpide au nouveau roman, cette expérience formaliste qui éclipsa tout ou presque pendant une décennie, on ne peut qu'être intrigué par cette rhétorique picturale qu'emploie l'auteur. Elle n'est d'ailleurs pas qu'une ambition stylistique qui ravirait l'imagination visuelle, mais aussi une méthode narrative. Comme si Mursiot n'était, à l'origine, qu'un peintre auquel on aurait volé le pinceau pour lui donner le crayon du scribe. Par chance, dans ce rapt, il a su préserver son immense palette. À propos de cette méthode de composition propre à la peinture, Mursiot confie procéder par versions successives. D'abord, je tâche de couvrir toute la toile. Puis je retourne la toile contre le mur et je recommence. Mais si la première version me tombe sous la main, j'ai constaté souvent que, pour l'ensemble, je n'ai fait dans la seconde que retrouver un certain tracé primitif. Tout comme contempler Ingres et contempler Salammbô, contempler Chassériau et contempler Mursiot. L'auteur le confie à Jean Chalon dans un entretien d'avril 1964, après avoir reçu le prix Régnier III pour l'ensemble de son œuvre. La grande passion de ma vie, c'est Chassériau. C'est le créole miraculeux qui meurt à 36 ans. Moi, j'ai rencontré son Esther à 18 ans et je ne l'ai jamais oublié. Ces tableaux qui le marquent, qui fécondent l'imagination, qui l'orientent presque fatalement dans une direction plutôt qu'une autre, Christian Mursiot les retrouve, ébauchés, dans la Tunisie en guerre de 1942, qu'il compare à une oasis poussiéreuse, atroce. Toutefois, à quelques distances de la misérable auberge dans laquelle il vit, il y a, je cite, les mirages, des chemins semés de mirages. Tableau vécu, tableau peint par la nature elle-même et la nature désabusée du jeune homme exilé loin de son milieu. En s'engouffrant dans l'hallucination de toutes ses forces plutôt que dans la réalité rocailleuse de la bourgade de Msila, Christian Mursiot devient sans en être tout à fait conscient l'égal de ce maître chinois décrit par Marguerite Yourcenar, Wang Fo, qui pour échapper à une sinistre destinée peint une mer de jade entourée de buées d'or, sur laquelle, à force de génie, il parvient peu à peu à voguer. Il en va de même pour Christian Mursiot, qui commence à écrire et pousse l'expérience jusqu'au bout, s'abandonnant, comme certains drogués, à l'extase. Ainsi peut-on succinctement résumer les différentes sources d'inspiration de Christian Mursiot. Elles mélangent à l'ivresse des sens l'enracinement historique, à la richesse classique de la langue, la liberté d'une grande imagination, à l'impeccable érudition, la volonté de composer une vérité qui échappe justement aux érudits et aux critiques. Ce sont bien des classiques et paradoxaux enchantements que compose Christian Mursiot. Ses romans regorgent d'une fabuleuse abondance comme les greniers d'Amilcar, contiennent une sorte d'oracle obscur, sont bien,
à certains égards, des natures mortes qui s'efforcent de revenir à la vie, mais marquées du sceau de l'écrivain, revenant donc à une vie mythologique, magique. Un pied dans l'érudition, l'autre dans la magie, écrivait Marguerite Yourcenar dans ses carnets de notes de mémoire d'Adrien. Nous y sommes pleinement. Il était tard. Edmond Jaloux parlait. Ce mandarin à cheveux blancs faisait à petites phrases désabusées le bilan de notre littérature. Comme s'il savait le peu de temps qui lui restait, les quelques mois qui le séparaient à peine de la mort, il examinait et rejetait sans pitié les gloires d'hier et celles d'aujourd'hui. Je songeais à l'écrivain dont Jaloux m'avait, par ses feuilletons, révélé l'œuvre quand j'étais encore un lycéen. Marguerite Yourcenar ? Le visage de Jaloux, ce visage amer de changeur penché sur des pièces fausses et de monotones verroteries, s'éclaire. Oui, dit-il avec une sorte d'impatience. Que devient-elle ? C'est en août 1952 que Christian Murciot raconte cette anecdote. Quelques mois après la parution des Mémoires d'Adrien, en décembre 1951, qui aura le destin que l'on sait, mais qu'Edmond Jaloux n'aura pu lire, puisqu'il est mort en août 1949. En familier de l'œuvre de Yourcenar, Murciot continue dans son article. Aussi incrédule que Montaigne, aussi soumis aux maléfices de la mémoire que le narrateur du temps perdu, l'Adrien de Marguerite Yourcenar apparaît comme un extraordinaire témoin et comme un extraordinaire juge de sa propre vie. Les souvenirs qu'il est censé écrire à la fin de sa vie ont le détachement des mémoires d'outre-tombe et le frémissement des passions encore chaudes. Il dispose de l'immense registre de son expérience comme d'un instrument dont il caresse les cordes. Quelques accords suffisent à évoquer pour Adrien les vies successives qu'il a traversées pour devenir lui-même. Ce rationaliste, qui semble l'un des premiers à avoir considéré toute chose d'un œil scientifique, a été l'un des esprits les plus avides des révélations fuyantes de l'occultisme. Cet adorateur de la lumière, ce souverain qui fut en son temps et à sa manière un encyclopédiste, a connu tous les rites, toutes les initiations, et s'est rallié au mystère d'Éleusis comme à ceux de l'Égypte. Cet incrédule ou ce sceptique a été le grand conciliateur des dieux. Ce cosmopolite par excellence, né en Espagne, formé aux quatre coins de l'Europe par des campagnes, fut le premier et le plus vrai romain. Mémoires d'Adrien est l'exemple parfait du roman historique qui est bien plus une méditation sur la destinée humaine que sur la conduite d'un empire. À cet égard, Gilbert Sigaud dira de ce roman qu'il s'agit d'un livre sans âge, tant il aurait pu paraître il y a 20 ans. Et l'on peut ajouter à sa suite, tant il aurait pu aussi être une traduction du latin, tant il aurait pu aussi, dans un monde presque parallèle, être écrit à la manière d'un roman d'anticipation, avant même qu'Adrien ne naisse ou que l'Empire romain n'existe. C'est cette remarquable atemporalité dans la conception qui en fait un roman intemporel dans sa réception. Murciot ne s'y trompe pas qui écrit « C'est lorsqu'il s'évade de sa réalité historique construite avec tant de soin par Marguerite Yourcenar qu'Adrien acquiert ce degré d'évidence supérieure qui est le propre des grandes créations romanesques. » De cette incantation toute puissante, qui fait le passé plus présent que le présent, le livre tire sa profonde résonance. Il y aurait fort à dire à propos de ce grand roman qui épuise ses commentateurs avant que ces derniers n'en viennent à bout. Peut-être peut-on rapidement ajouter que 2 autres éléments participèrent à son succès critique. Tout d'abord, une critique des temps présents par la renaissance de l'art classique, dans une époque qui se dirige vers la grisaille formaliste du nouveau roman et l'autre grisaille engagée ou nihiliste de l'après-guerre. En effet, écrit Maria Rosa Chiapparo, l'œuvre, de par son apparence d'équilibre et d'harmonie, ainsi que par son contenu antiquisant, pouvait présenter, pour les critiques de l'époque,
à la fois l'exemple de la restauration d'un classicisme universel et l'expression d'une nostalgie d'un monde perdu, une sorte d'âge d'or détruit par les nouveaux barbares des temps modernes, âge d'or auquel il fallait aspirer pour dépasser tout ce que la guerre avait eu de déstabilisant. Dans un second temps, Maria Rosa Chiaparo toujours, nous rappelle que les mémoires d'Adrien furent aussi un succès parce que la critique littéraire, féminine comme masculine, trouva dans cette prose un fort accent de virilité, notamment Denise Bourdet, qui consacre dans son ouvrage Brève rencontre un chapitre à Christian Murciot, dans lequel elle évoque un homme à la réserve du diplomate, à l'humour de l'observateur malicieux, qui cède au lyrisme et à l'émotion en observant un oiseau ou une fleur. Or, il semblait à cette époque qu'aucune femme n'ait réussi la transmutation intime qui lui permettrait de donner naissance à un héros d'un si fort tempérament. C'était sans compter sur Marguerite Yourcenar, dont cette transmutation intime n'est plus à rappeler. Si Marguerite Yourcenar évoque dans plusieurs sources les racines lointaines d'Adrien, affirmant avoir conçu puis écrit en tout ou en partie sous diverses formes entre 1924 et 1929, entre la 20e et la 25e année, les manuscrits avant de les détruire, il est plus raisonnable que ce soit l'année 1947 qui fasse revenir plus violemment le besoin d'en finir avec l'empereur, comme ce dernier a éprouvé le désir impérieux de faire toucher à l'éternité Antinoüs en bâtissant une ville à son nom sur les rives du Nil meurtrier. Toutefois, cette année est le rameau honteux de son inspiration, car si elle relance l'écriture du roman, elle lui rappelle invariablement ses débuts dans les années 30 chez Grasset, avec un homme qui l'aida à publier bon nombre de livres, un homme à la beauté arrogante et à l'intelligence cruelle, qu'elle aima et qui la repoussa, avec tant de dédain qu'elle ne citera plus jamais son nom à partir de 1942. Cet amant impossible se nommait André Fréniaux. En 1947, André Fréniaux publie coup sur coup le livre de raison d'un roi fou et journal profane d'un solitaire. Le premier sur le roi Louis II de Bavière, le second sur le janséniste Monsieur de Pontchâteau. Deux journaux apocryphes, pour reprendre son propre qualificatif, forme dont il dit malicieusement, dans son avertissement à son ouvrage sur Julien l'Apostat, publié en 1952, intitulé Le songe de l'empereur, qu'elle semble gagner la faveur des écrivains de tous les pays et qu'il a abordé en 1947 dans une sorte de solitude. Évidemment, cet homme que Marguerite Yourcenar a adoré jusqu'à l'humiliation, comme l'écrit Michel Sard, dont elle ne peut plus prononcer le nom, ne saurait être désigné dans ses inspirations secrètes, ses pulsions souterraines. Michel Sard aussi formule cette hypothèse après avoir évoqué les œuvres d'André Fréniaux, qui écrit « À des années-lumière, sur deux continents, dans des univers intellectuels, spirituels et politiques, désormais divergents, Fréniaux et vous, presque au même moment, avez entamé la même démarche romanesque. À moins que la lecture de Fréniaux ne vous ait inconsciemment engagé à remettre Adrien sur le métier. » On sait que Marguerite Yourcenar a lu les nouveaux ouvrages de son amour de jeunesse. En témoigne une note de lecture lapidaire conservée dans son fonds américain à propos du livre de raison d'un roi fou. Je cite « Image gonflée et grimaçante de soi ». André Fréniaux n'est pas si rancunier, qui a peut-être un quelconque repentir à mener, quand le sort décide soudain d'être ironique avec les deux écrivains. Oui, en 1950, André Fréniaux fait partie du comité de lecture des éditions Plomb qui reçurent le manuscrit des Mémoires d'Adrien. Si la blessure amoureuse de Yourcenar devait nécessairement nourrir un certain orgueil, on l'a vu avec son injuste note de lecture, Fréniaux semble plus mesuré.
Dans sa biographie consacrée à la secrétaire d'Adrien, comme se désigne elle-même Yourcenar, Josiane Savigno nous renseigne sur le rapport de lecture chez Plon. Fregnault remarque d'abord l'influence évidente de Walter Pater et son Marius l'Épicurien. Cependant, poursuit-il, il se sent mal placé pour parler de ce livre, ayant été responsable de Marguerite Yourcenar depuis son premier ouvrage chez Grasset, précisant « Elle est devenue mon amie jusqu'à son départ en Amérique ». Et il ajoute « Enfin, et ceci est plus grave, le genre choisi par elle pour son nouveau manuscrit est celui même d'un de mes récents ouvrages, Le Roi fou et le solitaire, et de celui écrit à la suite, Julien Laposta. On sait les qualités de Marguerite Yourcenar, un style parfait, souple et mobile, au service d'une culture immense et d'une philosophie désabusée et décorative. On sait aussi son défaut, l'absence de pente dramatique, de progression romanesque, l'absence d'effets. Sa vie d'Adrien se ressent des livres de Renan, du détachement par trop gratuit de son auteur. Nous savons bien, en avançant au long d'une biographie scrupuleuse et sans surprise de l'empereur, des monuments et de l'hellénisme, que l'intérêt culminant de l'entreprise serait la rencontre avec Antinoüs, Madame Yourcenar étant, en dépit de son sexe, un auteur parmi ceux qui sont le plus intéressés à l'homosexualité. Ceci dit, en toute conscience de lecteur, le livre de Marguerite Yourcenar et surtout sa carrière ne saurait laisser indifférent aucun éditeur de qualité. Pour le reste, André Fregnault note « Composition harmonieuse, style parfait, valeur littéraire certaine, intérêt de l'ouvrage moyen, public élite cultivée, ne peut pas être mis entre toutes les mains, valeur commerciale faible. Ce manuscrit mérite-t-il d'être publié ? Oui. Dès lors, se pose une question simple pour chaque lecteur envoûté par les mémoires d'Adrien. En plus des romans de Christian Murciot, faut-il lire les 3 journaux apocryphes d'André Fregnault ? La réponse est oui. Si l'on en croit Paul Vendôme, il n'y aurait même que Fregnault à lire. Vendôme qui déclame avec la mesure caractéristique de ces écrivains proches des hussards, dont Fregnault fut un maître, le cycle des journaux apocryphes, qu'on compare le sien avec celui du bas bleu qui le courtisa en l'importunant, femme à femme qui n'aimait que les hommes à hommes, et on verra ce qui distingue l'autorité naturelle d'un écrivain innovateur du labeur corseté d'une érudite qui archive la vie. Le retrait du monde, la célébration des frères séparés, l'habit de bure, l'épanouissement par la domination de soi, la joie d'être à part et ailleurs, la paix des cimes. Par Francoeur, un autre cycle de romans des années 30, Fregnault donne des nouvelles du grenier de son enfance et de ses jardins d'été. Par Louis II et Julien Laposta, il en donne de sa grotte, le cloître et l'oratoire du temple de son empire imaginaire. Si l'on nommait la délicate référence à Marguerite Yourcenar, Paul Vendôme n'a pas tort d'évoquer le cloître et l'oratoire d'un esprit. C'est après tout là qu'on pénètre quand on lit ces journaux apocryphes. Toutefois, on n'y pénètre pas avec un moine chaste, mais bien avec un adolescent espiègle ou un adulte qui compte bien réformer les heures de silence. C'est qu'il faut bien reconnaître que le style de Yourcenar était déjà celui de Fregnault. L'excès d'érudition en moins, l'excès de sève en plus. Robert Poulet ne se trompe pas en qualifiant ces 3 journaux de récréation littéraire, car l'on trouve dans toutes les pages la trace d'un romancier qui s'amuse avec et de son sujet, qui s'amuse de lui-même et de la véracité historique. Historien sans obéissance, débarrassé de tous les thèmes obligatoires, ajoute le critique belge. André Fregnault prend donc ce qu'il a à prendre et laisse le surplus de côté. Mais il emporte autant le gras que l'os, l'histoire que la légende. Prévient que son Louis II sera partagé entre, je cite, le casque de fer blanc de Lohengrin et la camisole de force.
Dans son journal profane d'un solitaire, qui est une histoire d'un janséniste du XVIIe siècle, partagée entre la chaleur italienne et l'austérité de Port-Royal, entre la beauté formelle et le dépouillement iconoclaste, il prévient que sa désinvolture est un hommage, et qu'il n'a eu d'autre but que de composer une sorte d'apothéose de l'âme française à l'un de ses mouvements de souveraineté. Dans Le Songe de l'Empereur, Fregnault évoque son irrespect amoureux, reprend à son compte la notion picturale de trompe-l'œil, et affirme que ces vies en partie imaginaires qu'il compose font du romancier un mime, un démiurge et un médium, que cette méthode de greffe fabuleuse sur un héros non moins fabuleux accentue, je cite, le caractère métaphysique de la création romanesque. Il n'est pas loin d'avoir tout à fait raison, car après tout, qu'est-ce qui pourrait être plus troublant que de découvrir la vérité, toute la vérité d'une âme, en ayant préféré étudier son masque plutôt que son véritable visage? Où suis-je ? Demande l'apostat. N'importe où dans l'impossible. Salluste, ôte le voile, vite. Non, arrête, rends-le-moi. Trop tard, l'imbécile, il l'emporte. Il m'arrache à mon soleil, mon buisson ardent, ma grappe juteuse, ma pomme de pin, la peau de mon front, les crins de ma barbe, la cornée de mes yeux, l'eau de ma sueur, le souffle de ma bouche. Il secoue le mouchoir, il disperse le miracle des miracles. Jésus et Julien, les deux profils de Janus confondus dans un baiser. Délivré de la souffrance de tes membres, tu parviendras à la lumière de la cour de ton père, d'où jadis, tes garants, tu vas habiter un corps mortel. De qui parles-tu sinon de lui ? Mais de nous aussi, de toi, de moi, puisque nous sommes l'envers de son visage. Ah, mes amis, quand vous l'aurez vu à l'endroit. Où est-il ? Vous me l'avez volé comme un voleur. Patience, le dernier vestige sensible s'est évanoui, a rejoint la poudre de tous les miroirs brisés. Tout est consommé. Je commence à connaître la soif. Ô béatitude ! Comme une amphore descend de plus en plus vite vers la nappe obscure d'un puits profond, je vais choir par des progressions vertigineuses, éternellement satisfait, éternellement insatiable, vers la source éternellement désaltérante de la divinité. L'érudition corsetée que reprochait Paul Vendôme à Marguerite Yourcenar, Christian Murciot l'a aussi évoqué dans son article de 1952. Toutefois, c'est pour y réfléchir, plus que pour faire un bon mot. Il note « Le scrupule de l'érudition dont souffre Marguerite Yourcenar, et qui fut la torture de Flaubert quand il écrivait Salammbô, et de Tolstoï dans la partie historique de la guerre et la paix, lui vaudra le respect des historiens et l'estime des lecteurs. » À ce constat, la romancière répondra à Christian Murciot dans une longue lettre datée du 7 mars 1952. Il est d'ailleurs intéressant de noter que Murciot a imaginé Yourcenar souffrant de scrupules à l'idée de bâtir les mémoires d'Adrien sur une architecture parfaitement antique, c'est-à-dire pour le lecteur moderne, ne souffrant d'aucun défaut. La profusion de références, les sous-entendus à peine audibles, les faits anodins et pourtant véridiques, tout ceci plaiderait plutôt pour une érudition parfaitement assumée. C'est ici qu'apparaît en sous-texte une autre singularité de la littérature de Christian Murciot. Il voudrait croire que son aîné a uniquement cherché à écrire l'histoire d'une âme, d'une conscience, à peindre le portrait d'un César poète. C'est parce qu'il estime que l'érudition semble être un mal nécessaire, mais tout de même un mal, que Christian Murciot devient un écrivain plus métaphysique encore que Marguerite Yourcenar, et plus faillible aussi, ce qui le rend certainement plus proche du lecteur. En ce sens, il est le jalon parfait, dans ce roman historique, entre l'école buissonnière d'André Fregnault et la première de la classe, Marguerite Yourcenar. Dans sa lettre à Murciot, Marguerite Yourcenar éclaircit le rôle de l'érudition.
Que fait Flaubert dans sa recherche presque maniaque des faits extérieurs que de bâtir son roman sur Carthage? Que fait Tolstoï, sinon se lancer à propos des guerres napoléoniques dans ses grandes digressions? Mais aucune de ces deux méthodes ne s'apparente à la mienne. Il s'agit plutôt d'évoquer comme Proust un temps perdu, de faire comme il le disait lui-même, plus fort que les tables tournantes. Pour ce faire, l'analyse la plus pénétrante a besoin de s'appuyer sur des faits, et que ces faits soient tirés des ragots du maître d'hôtel du Ritz ou des commérages de Dion Cassius, la méthode est pareille. J'écrivais un jour à quelqu'un que l'histoire n'est que la mémoire humaine. Je m'en tiens à cette formule. Pour que mon émotion se déclenche et permette la montée de ce chant dont vous parlez, il faut d'abord que je sois assuré de la réalité des êtres que je m'attache à comprendre. Il faut que j'aie la sensation d'avoir fait cet immense et merveilleux effort qui consiste à toucher, à travers un temps et un espace irréversible, proche et lointain à la fois, cette créature unique et qui a été. Ce chant funèbre que vous aimez et qui s'élève sur le cercueil d'Antinoüs n'aurait jamais pu résonner si je n'avais passé d'innombrables heures, ivre de fatigue, à contempler fixement les moindres fragments de documents, les inscriptions de l'obélisque d'Antinoüs au Pincho, ou la mention du traîne de Mésomédès dans le dictionnaire de Suidas. D'ailleurs, je ne puis être d'accord avec vous quand vous établissez une théorie du roman où ces moments d'exaltation lyrique, d'incandescence comme vous dites, constituent le fond et la trame même de l'œuvre. Ils n'en sont au contraire que le sommet. Pour que ces sommets soient éclairés de tels feux, il faut d'abord que la montagne existe. Je veux dire, les graviers, les cailloux, les blocs informes qui constituent, au jour le jour, la réalité d'une vie d'homme. De là, l'insistance sur ce que j'appellerais les heures de bureau d'Adrien, sans quoi nous sommes peut-être à l'opéra, ou en plein poème, mais non plus à l'intérieur d'une existence et d'un être tel que cette existence l'a fait. Cette réponse, il semble que Christian Mursiau l'a longuement méditée. En effet, l'auteur qui préférait l'exaltation lyrique de l'empereur aux colonnes de marbre qui soutenaient son palais va légèrement évoluer. Le voilà donc, qui remonte encore une fois le cours des siècles, pour s'arrêter au XVe, dans son ultime roman, qu'il mit 6 ans à écrire. Pedro de Luna paraît en 1963 chez Plon. C'est l'histoire romancée du pape Benoît XIII sur son rocher de Peñíscola qui rêve de reconquérir toute la chrétienté à presque 90 ans. Dernier véritable pape d'Avignon, opposé à celui de Rome, désormais considéré comme un antipape, Christian Mursiau raconte autant l'histoire de ce conquérant et prophète que celui de la citadelle de Peñíscola, ce rocher au bout d'une langue de sable, fait pour la résistance éternelle, sur lequel pourrait bien se retrancher un jour le dernier des mystiques, cette prison de pierre dans laquelle Hannibal aurait juré haine éternelle aux Romains. Dans son bref avant-propos, l'auteur explique cet attrait géographique, presque géologique, d'une géologie d'ailleurs funèbre. Les biographes se plaisent à établir de faciles correspondances entre la ville où naquit un artiste et son œuvre. Mais entre un homme et le lieu qu'il a choisi pour mourir, existent des liens plus étroits. Il en est ainsi de Tolède du Greco, de Peñíscola et du pape Luna. Christian Mursiau en fait presque l'invention et le legs du prélat qui se demande si ce roc couvert de cicatrices, qui a résisté aux boulets de canon comme aux furieuses tempêtes, n'est pas que la projection du courage et de l'obstination d'un homme. Pour le comprendre, il lui aura donc fallu 6 années de recherche, comme s'il avait retenu la leçon de Yourcenar, et s'était peu à peu rangé à sa conception, mettant véritablement en image la métaphore qu'évoquait la romancière, avec sa montagne de cailloux érudite, qui supporterait à son sommet les feux du lyrisme, respectivement Peñíscola et Benoît XIII pour Mursiau.
Il le concède d'ailleurs dans l'entretien donné à Gabriel Dobared, évoquant des lectures et des voyages, avouant avoir travaillé dans Péniscola et avoir vu du matériel anachronique envahir le lieu saint car l'on avait tourné le Cid avec Sophia Loren. Pedro de Luna est-il une reconstitution historique ou une reconstruction historique ? Pour reprendre la question que la critique se posait déjà à la sortie des Mémoires d'Adrien, dont d'ailleurs Émile Henriot se demandait s'il s'agissait de mémoires supposées. C'est évidemment l'un et l'autre, puisqu'il s'agit d'un roman. La chronologie et l'entièreté des personnages, sauf un jeune apprenti qui apporte toute l'attention dramatique, sont réels. Le roman peut donc se lire comme un véritable témoignage, ainsi qu'un portrait du pape de la mer, mais aussi comme la tentative humaine d'un homme désigné par l'esprit pour résister à tous les complots. En laissant croire que l'issue du roman pourrait être autre que l'issue historique que nous connaissons, Christian Murciot donne là sa véritable définition du roman historique, que l'on pourrait résumer simplement par le concept d'illusion historique. Il faut, malgré toute la connaissance que l'on a acquise, il faut un déni de l'histoire, un certain refus d'un déroulement mécanique des événements extérieurs aux personnes. Cette mise en doute, certainement factice de l'ordre, permet dès lors de, je cite, « restituer à telle page d'histoire déjà tracée la fougue et les ratures de l'improvisation, de donner l'impression que la bataille peut être gagnée ou perdue et que tel personnage fameux court encore sa chance, maladroit et fiévreux comme un débutant. » En ce sens, le roman historique est le suprême accomplissement du mot d'Alain. Le roman est le poème du libre arbitre. Seule l'histoire jalonne avec des statues les froides perspectives du temps révolu, pareilles aux avenues désertes d'une ville morte. Mais les faits historiques fournissent un point de départ, l'amorce d'une courbe que le romancier poursuit. Il extrapole sans hésiter. Dans cette aventure, il n'a pour boussole que cette confiance présomptueuse en sa chance, cette aiguille mystérieusement aimantée à travers tous les dangers. C'est ainsi que Christian Murciot devient un romancier historique par excellence, mais le romancier de l'histoire incertaine. En somme, si Yourcenar a fait sienne la phrase de Flaubert, « Les dieux n'étant plus et le Christ n'étant pas encore », il y a eu, de Cicéron à Marc Aurèle, un moment unique où l'homme seul a été. Murciot a lui choisi celle de Ralph Emerson. Lorsque les dieux s'en vont, surgissent les demi-dieux. Si beaucoup de critiques surent déceler l'importance de Christian Murciot, seul René-Marie Lalbérès alla plus loin que l'impression paresseuse. C'est précisément pour cela, et parce qu'il évoque parfaitement les singularités de l'œuvre de cet écrivain oublié, que je lui laisserai la conclusion. Le propre de Murciot est de traduire l'angoisse essentielle, ou existentielle, comme on voudra, à l'intérieur d'un décor fait d'étrangeté et de sensualité, et le grouillement coloré et parfumé, épicé et musqué d'une Espagne exaltée à la mesure des puissances lyriques et descriptives du romancier, lui permet de confronter l'homme à la richesse du monde sans pour autant abandonner le brusque besoin d'austérité qui s'impose parfois. Ce choix même révèle chez Murciot ce qui fait le fond de son art, la contradiction pleine d'espagnolisme entre l'inquiétude et la sensualité. Sensuel, son art d'écrivain le fut dès l'origine, cherchant dans cette sensualité ce qui devait la compléter et l'épanouir, proposant la jouissance des paysages, des êtres, des époques historiques, comme une introduction à ce qu'il faut bien nommer la palpitation de l'âme. Dans ce jeu entre l'âme exigeante, austère, inquiète, et l'imagination sensible, amoureuse, des voluptés du dépaysement, dans ce jeu, Christian Murciot s'est engagé pour en faire sa vocation. La sensualité d'un esthète et la mystique d'un inquiet peuvent résumer cette vocation, et c'est en ce sens baudelairien que nous suivrons ses livres, cruels et colorés.